Merci Gia, merci. Alors, oui, méopa et drépanocytose, bon voilà un alliage qui soulève des questions. Et c'est vrai que vous parlez de cette association méopa et drépanocytose, c'est aussi aborder la question de l'addiction aux méopas, et c'est un exemple particulièrement emblématique, mais je voudrais qu'on en dise deux mots justement pour ne pas comprendre la question de travers. Alors, pour commencer, la drépanocytose, tout le monde ne connaît pas forcément bien cette maladie. C'est une maladie qui est génétique, qui touche la globine bêta de l'hémoglobine, avec une mutation ponctuelle, et qui fait que le globule rouge, dans des situations de désoxygénation, c'est-à-dire les situations d'hypoxie, dans les vénules postcapillaires, est susceptible d'avoir son hémoglobine qui se polymérise et qui devient finalement solide, rigide, avec une déformation du globule. Et vous voyez ce que ça donne sur l'écran. C'est le modèle classique qu'on a enseigné pendant de nombreuses années. Les globules viennent boucher les microcapillaires. Alors il y a d'autres phénomènes qui existent entre la membrane du globule rouge et l'endothélium. Je ne reviens pas là-dessus, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a 3-4 000 ans, ces premières mutations ont eu lieu en Afrique, et que depuis la traite négrière, le gène a migré vers l'Amérique, dans les populations noires, évidemment, qui sont des descendants d'Africains, et qu'actuellement, dans les pays industrialisés et en Europe, on a cette maladie du fait des mouvements migratoires. Ça représente quand même, selon les sources du BEH, c'est une maladie qui est parmi les 5 qui sont dépistées au plan néonatal, et parmi les plus fréquentes, 1 sur 2300, donc c'est assez fréquent. Alors, grosso modo, cette maladie, elle associe 3 types de phénomènes: des phénomènes anémiques, des phénomènes infectieux, la fameuse vaso-occlusion qui est à la source des douleurs, et on va en parler un petit peu plus, et puis pour certains patients, les formes les plus graves, des accidents vasculaires cérébraux qui peuvent survenir assez tôt dans la vie, avant l'âge de 2 ans, et qui font toute la gravité de ces formes. Bon, ces quatre phénomènes, en particulier les 3 anémies, vaso-occlusion, infection, ont tendance à être intriqués et à s'aggraver mutuellement. Et cette maladie, finalement, est une maladie avec un état pathologique permanent qui est émaillé de symptômes douloureux, qui commencent très tôt dans la vie, comme vous voyez là sur la photo, ce qu'on appelle un syndrome pied-main, parce que la vaso-occlusion a lieu dans les extrémités des membres, qui, à cet âge, chez le drépanocytaire, contient encore de la moelle hématogène. Donc c'est à cet endroit-là qu'on a des phénomènes de vaso-occlusion. Vous voyez que ça peut entraîner des lésions qu'on voit ici à la radio, mais aussi on peut avoir des phénomènes vaso-occlusifs plus ou moins associés à de l'infection au niveau pulmonaire. Vous voyez le foyer là dans le champ droit, c'est ce qu'on appelle un syndrome thoracique aigu, ça fait mal. Un peu plus tard dans la vie, peuvent intervenir des phénomènes d'ostéonécrose, en particulier sur les têtes humérales, fémorales surtout. Vous voyez ici une pièce d'anapathe avec la radio correspondante, et avec cette fameuse déformation en coquille d'œuf qu'on voit là au niveau de l'articulation. Et là, sur cette radio, un patient qu'on avait perdu de vue dans le centre de drépanocytose, qu'on n'avait pas vu pendant longtemps, qui est revenu nous voir à l'adolescence, à l'âge de 15 ans, avec les 2 têtes fémorales intégralement détruites. Et donc, vous voyez que ça peut créer des gros dégâts. Et donc, d'une part, des phénomènes vaso-occlusifs qui, au plan aigu, par le fait d'occlusion, reperfusion, entraînent des phénomènes inflammatoires qui déclenchent la douleur. Et c'est le modèle qu'on retient, un modèle nociceptif, et plus tard dans la vie, des douleurs chroniques qui sont liées à des lésions d'organes. Donc tout ça fait très mal dès le départ de la vie, et il va falloir prendre en charge cette douleur tout au long de l'existence du drépanocytaire, qui va accumuler à la fois des phénomènes douloureux et des phénomènes dégénératifs jusqu'à l'âge adulte. Alors la douleur, elle a été fait l'objet évidemment de recommandations depuis maintenant 2005. Les recommandations ont d'abord été édictées par l'HAS pour les enfants et les adolescents. En 2010, il y a les fameux protocoles, les protocoles nationaux de soins, qui ont été étendus à l'adulte.
Et dernièrement, les recommandations pour l'adulte ont été, en 2005, ont été renouvelées. Alors, ce qui est notable, c'est que le Méopa apparaît dans les recommandations de prise en charge de la douleur, plutôt dans les recommandations enfants, où on va voir apparaître, je vais vous montrer ça, alors que c'est simplement évoqué chez l'adulte. Et donc, je vais vous parler surtout, finalement, de l'enfant et de l'adolescent. Alors, quand on prend un protocole de prise en charge de la douleur de l'enfant drépanocytaire, et là j'ai pris celui qui a été établi par Corinne Guiton et Elisabeth Fournier-Charrière, ça date de 2012 si ma mémoire est bonne, c'est dans les archives de pédiatrie. On voit finalement qu'on a un logigramme qui associe à des niveaux d'intensité douloureuse les produits de la gamme des paliers de l'OMS correspondants, ce qui finalement nous apparente à la prise en charge d'une douleur nociceptive, comme on a pu développer ce type de concept en particulier pour la douleur cancéreuse. Alors, par contre, ce que vous allez noter, c'est que dès le début de la prise en charge, le Méopa apparaît non seulement pour conduire les soins, à savoir poser la voie veineuse, ce qui est déjà quelque chose de pas facile chez un drépanocytaire. Moi, je me souviens d'un enfant, d'un adolescent qui a eu son capital veineux tellement altéré que la seule voie veineuse ponctionnable pour poser la perf se situait sur le dos du petit doigt. Et donc, il y avait une infirmière qui connaissait particulièrement cet abord veineux chez cet enfant, et c'était à chaque fois un vrai rodéo pour réussir. Et donc, le Méopa, évidemment, dans ces conditions-là, est d'un apport notable. Mais ce que vous voyez surtout, c'est que les crises vaso-occlusives, elles font très très mal, et donc ça conduit très fréquemment à la mise en place d'une PCA de morphine dès les urgences dans le meilleur des cas, et en tout cas cette PCA va rester quelques jours, puisque les crises vaso-occlusives peuvent durer parfois jusqu'à une semaine, 10 jours pour les plus graves, et c'est bien de celle-là dont on va parler. Donc ça, c'est le cas le plus fréquent. Ce que vous voyez, c'est que le Méopa, dès le départ, on le met aussi aux urgences en plus de la voie veineuse, pour soulager immédiatement et rapidement l'enfant de sa crise vaso-occlusive. Donc là, on a un emploi du Méopa qui est un petit peu, on va dire, inhabituel, c'est qu'on ne l'utilise pas uniquement pour la douleur des soins, mais on l'utilise aussi pour la douleur de la maladie. Et ça, c'est important parce que quand la morphine va être utilisée de façon prolongée et avec des doses assez importantes, ce qui fait d'ailleurs dire qu'on suspecte chez certains enfants aussi avec la morphine des problèmes peut-être plus ou moins addictifs, est-ce qu'il en réclame un petit peu plus qu'il ne faudrait, et on est confronté, et c'est là d'où viennent les problèmes, on est confronté à des enfants qui ont encore mal sous des doses fortes de morphine, et on sait, parce qu'il y a des enquêtes qui ont été menées, que très fréquemment on est amené à donner du Méopa en plus dans l'hospitalisation qui suit l'arrivée aux urgences, et en plus de la morphine. Et cette habitude a été décrite dans le protocole HAS pour l'enfant depuis 2005, inhalation de Méopa 20 à 30 minutes, sans dépasser 3 inhalations par jour. Ceci dit, on n'a aucune donnée dans la littérature pour venir en appui de ça, et c'est un consensus d'experts, donc il faut quand même bien en avoir notion. Bon, le Méopa, je passe rapidement, vous savez que c'est un mélange, alors c'est un mélange fixe, surtout, là encore, c'est bien garder cette idée, 50% de protoxyde d'azote, 50% d'oxygène. C'est un produit qui a des vertus anxiolytiques et qu'on décrit comme un antalgique de surface. Un antalgique qui serait finalement, en plus de ces indications pour la douleur des soins, en tout cas, on peut l'utiliser pour des douleurs qui sont quand même modérées. Si on a des choses trop douloureuses au plan nociceptif, souvent effectivement, ça échappe. Et donc, on va voir que ce Méopa, bizarrement, ça fonctionne pour la drépanocytose. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Son AMM date de 2001, une sortie de réserve hospitalière fin 2009, tout ça vous le savez pour la plupart d'entre vous. Il y a 4 spécialités qui sont disponibles en France, Calinox, Antonox, Antazol et Oxynox. C'est un médicament de référence chez l'enfant, un très bon argumentaire que vous trouverez dans les recommandations de prise en charge de la douleur de l'enfant de l'ASFAPS 2009. Et je vous rappelle, pour tous ceux qui souhaitent s'affronter à son utilisation, que le CNRD a fait un DVD à ce sujet. Sauf que voilà, le Méopa, quand on a appris tout ça, le Méopa, on sait que dedans il y a un principe actif qui est le protoxyde d'azote, et que ce protoxyde d'azote, dans certaines conditions, peut être toxique. Et on a vu effectivement ces dernières années
pas mal de publications fleurir et qui nous parlent de la toxicité du protoxyde d'azote, avec cette synthèse-là qui est assez récente, et Whippets, nitrous oxide, les dangers des drogues légales. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça, les dangers des drogues légales? Alors la drogue légale, c'est pas la fraise, hein. C'est ce qu'il y a en dessous, c'est le Whippets, c'est la crème fouettée. Et pourquoi je vous parle de la crème fouettée? Parce que les gens qui utilisent le protoxyde d'azote pour se droguer, généralement, se servent de cet ustensile. Là, c'est une publication qui date de 2002. Alors, vous trouverez sur Internet tous les modes d'emploi possibles et nécessaires. Très bon tutoriel. On gonfle des ballons à l'aide des siphons pour la crème chantilly. C'est en vente libre. C'est pas cher, avec 1 €, vous devez avoir 3 cartouches, ça vous fait 3 ballons. C'est facile à faire, puis c'est très rigolo surtout. Et par exemple, sur Internet, vous trouvez des vidéos, vous voyez, c'est un bon début de soirée qui s'annonce là. Ces deux demoiselles vont pas tarder à être de très très bonne humeur. Voilà. Et tout ça est parfaitement légal et très utilisé. Et c'est utilisé depuis assez longtemps, hein, comme en atteste cette gravure que vous pouvez voir, hein, les récréations chimiques. Hein, donc on connaît ses propriétés, c'est le gaz hilarant, sauf qu'effectivement, la toxicité se fait au niveau de la méthionine synthétase, qui est une enzyme qui est importante, puisque elle permet de fournir la méthionine et le succinyl-CoA, qui sont l'un et l'autre des produits qui permettent, de construire les gaines de myéline, et puis et deux, qui permettent la composition de l'ADN. Et le problème, c'est que ça donne des soucis neurologiques et hématologiques que je ne vous détaille pas, mais qui sont graves et qui sont... et pour lesquels on a des publications. Alors ça, c'était la première option concernant la toxicité. On a aussi des toxicités du protoxyde d'azote qui ont été décrites par les anesthésistes. Et là, il faut dire qu'en anesthésie, on utilise des doses de protoxyde d'azote bien plus importantes que ce qu'on peut faire pour le méopa. Et on a une toxicité qui est bien plus forte. Et avec la drépanocytose, c'est là où apparaît le méopa dans le cadre de la toxicité, mais c'est une toxicité qui, là, est toujours dans le cadre médical. Alors, ce qui se passe en drépanocytose, c'est qu'on commence à prendre en charge l'enfant, tout se passe bien, on met en route les protocoles, on évalue la douleur, on donne la morphine, et puis finalement, il y a des traitements, il y a des demandes insistantes de la part des enfants, et là, tout le monde se raidit. On refuse le méopa, il y a des conflits au sein de l'équipe face à l'enfant. Et donc, il faut se poser la question, hein, méopa et drépanocytose, est-ce que, si on ne veut pas donner le méopa, est-ce qu'il est inefficace dans la drépanocytose, ou est-ce qu'à l'inverse, la douleur de l'enfant est simulée? Est-ce que vraiment il faut associer les problématiques du protoxyde d'azote avec celles du méopa? Est-ce qu'en donnant du méopa, on favorise le passage à la drogue, l'autre? Bon, à voir. Alors d'abord, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la morphine est aussi efficace que ça pour le drépanocytaire? Alors on a plusieurs problèmes avec la morphine. D'abord, on donne des traitements prolongés à haute dose. Est-ce qu'il n'y a pas une tolérance, une hyperalgésie à la morphine qui se met en place? On sait en plus que les drépanocytaires ont une pharmacocinétique de la morphine qui est accélérée avec un débit sanguin et rénal important, donc une élimination plus rapide. Et il se pourrait bien que la morphine ne soit pas si efficace que ça. En plus, le méopa, quand on regarde bien, il a un rôle anti-NMDA qui a été clairement décrit. Alors ça, c'est un schéma qui nous montre que finalement le récepteur NMDA, qui est stimulé par l'intermédiaire d'une protéine kinase, par l'action du récepteur mu à la morphine, actionne les voies de facilitation de la douleur. Et donc on a dans un premier temps une action analgésique de la morphine, et dans un deuxième temps un système opposant qui se met en place, qui est responsable d'hyperalgésie et d'allodynie. Tout ça a été décrit. Et le méopa, par le protoxyde d'azote, a une action opioïde endogène qui diminue la sensibilisation centrale, et donc finalement, d'une certaine façon, la mise en place de douleurs chroniques et probablement de douleurs neuropathiques, si toutefois il y en avait. Et ça, effectivement, les douleurs neuropathiques, on va voir que ça a été décrit chez les drépanocytaires. Bon, puis il y a une action anxiolytique que je ne détaille pas, vous voyez qu'il y a un schéma assez compliqué, mais ça ressemble à l'action anxiolytique des benzodiazépines. C'est bloqué d'ailleurs par le flumazénil. Alors, des douleurs mixtes chez le drépanocytaire, c'est bien possible. Il y a plusieurs publications qui décrivent ça. Et quand on remet en cause le modèle de douleur nociceptive et qu'on envisage la possibilité de douleurs neuropathiques, tout change.
Alors, en ce qui concerne l'addiction, on a quelques outils pour essayer de reconnaître l'addiction chez un patient. Je vous parle très rapidement du DSM-5 qui nous demande de trouver deux items au minimum sur une durée d'observation de 12 mois. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est écrit petit. À un moment, il y a en particulier un item qui s'appelle le craving, qui décrit une envie irrépressible de consommer le produit et qui décrit surtout la vulnérabilité du patient face au produit. Et puis vous avez une surveillance du produit qui a donné lieu rapidement, très récemment, à la NSM, à une réunion de comité technique où on voit quand même qu'il y a des notifications concernant d'une part le protoxyde d'azote, mais aussi le méopa, 8 notifications méopa, dont plus 4 qui viennent de la Banque nationale de pharmacovigilance. 5 drépanocytaires là-dedans. Bon, vous allez me dire, ça ne fait pas beaucoup entre 2013 et 2016, mais bon, il y a quand même des choses qui sont décrites. Et donc, on peut se dire qu'il y a quand même des arguments de ce côté-là, avec des items du DSM-5 qui sont retrouvés. Il y a un protocole qui a été mis en route dont les inclusions vont se terminer à la fin de l'année et qui justement analyse l'utilisation des antalgiques et du méopa chez le drépanocytaire pour justement voir s'il n'y a pas effectivement des utilisations abusives. Alors quels seront ces résultats? Est-ce que la douleur intervient là-dedans? Est-ce qu'il y a un impact de l'utilisation du méopa hors de drépanocytose qu'on aura à la lecture de ces résultats? Quel impact sur l'utilisation à domicile? C'est aussi des questions. Je sais que dans la salle, Marie Gérardin, que j'ai invitée et qui dirige ce protocole, est là et pourra nous donner son avis. Et puis, il y a l'hypothèse de la pseudo-addiction qui est postulée par ce protocole FEDRE. Pseudo-addiction qui dit qu'effectivement, si on ne donne pas le traitement antalgique à quelqu'un qui a une douleur, on peut avoir effectivement des demandes insistantes qui s'apparentent aux demandes de la personne addicte, avec à terme un conflit et une défiance mutuelle entre les soignants et le douloureux. Et tout ça cesse quand la douleur est traitée. Donc c'est particulier parce que c'est un phénomène iatrogène alors qu'on ne donne pas de médicaments. Il faut donner le médicament pour savoir s'il existe ou pas. Voilà. Et chez le drépanocytaire, on sait que c'est déjà un gros problème de reconnaître la douleur. On a plusieurs arguments et études qui nous expliquent que la douleur est souvent sous-traitée. Alors qu'il y a peut-être d'autres hypothèses qu'on peut développer, en particulier l'hypothèse du soulagement de la douleur qui active les voies du système de récompense. On sait que c'est aussi les mêmes voies qui mettent en place la dépendance au produit. Et donc la dopamine, qui est un neuromédiateur qui active la composante motivationnelle et les renforcements, est mise en jeu, ce qui permet de déclencher dans un deuxième temps une signalisation opioïde dans le cortex singulaire antérieur, qui est la zone du cerveau qui s'occupe de la reconnaissance subjective de la douleur. Donc on voit qu'il y a des circuits identiques qui se mettent en place. Et ce qui nous donne l'occasion de parler un petit peu justement de l'interaction entre émotion et douleur. Alors là, vous savez tout ça, hein, quand on est triste, qu'on a peur ou qu'on est angoissé, on a tendance à avoir un caractère de la douleur un caractère désagréable qui augmente, et ce qui nous fait dire finalement que dans une vision comme celle-là, le désagréable entraîne l'émotion négative qui module le stimulus de la douleur. Ça, c'est une vision un peu cartésienne. La deuxième possibilité, et je vous la livre avant d'arrêter, elle nous a été donnée par M. Fields en 1999, qui lui envisageait que les deux composantes primaires de la douleur seraient d'abord quelque chose qu'il appelle l'algolosité et en deuxième quelque chose de désagréable. Et ça, quand ça s'arrête, ça permettrait de diminuer la douleur. Et peut-être que les drépanocytaires sont aussi dans ce cadre-là, surtout qu'on sait que maintenant, avec le problème de la dopamine, on a une voie neurophysiologique. Alors finalement, d'autres hypothèses, est-ce qu'ils sont addicts, est-ce qu'ils sont douloureux, est-ce que c'est les deux, est-ce qu'il faut remettre en cause? Bon, vous êtes comme moi, vous n'en savez rien maintenant, parce qu'à la lecture de tout ça, ce que je vous propose simplement, c'est de retenir que le méopa est un médicament, qu'il a des principes actifs, un principe actif qui est responsable de toxicité et de dépendance, que chez les drépanocytaires, on a vraiment une situation très particulière et qu'il faut se former pour bien connaître justement les indications et contre-indications de ce produit. Et l'enjeu de tout ça, entre autres, ce sera le développement du méopa dans les structures de soins et au domicile. Je vous remercie. Pardon d'avoir dépassé.